Salut à tous et bienvenue dans Story Série saison 1, épisode 26. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec Armando Iannucci, le grand patron de la satire politique et papa de VIP, la comédie aux 15 Emmy. On se penche ensuite sur l'étape douloureuse de l'adieu aux séries. Attention, ça va spoiler. Et on vous présente Succession, la nouvelle pépite HBO. Si ces quelques notes suffisent pour que votre cœur se serre, c'est normal. Depuis plus de 10 ans, cette chanson de l'Australienne Sia marque le deuil que chacun d'entre nous a dû faire à la fin du dernier épisode de la merveilleuse Six Feet Under. Dire adieu à une série et à ses personnages, c'est une douleur collective à laquelle on ne s'habitue jamais, vécue par le public, mais aussi par les scénaristes. C'est cette douleur, mais aussi les procédés narratifs pour boucler une série que l'on pensait éternelle, qu'analyse le scénariste et docteur en art Vladimir Lifshutz dans son ouvrage This is the End, consacré aux fins de série. Attention, gros spoiler, on vous aura prévenu. À la base, une série qui se finit, c'est mauvais. Ça veut dire que c'est une catastrophe, ça veut dire que les audiences ne suivaient pas, ça veut dire, voilà, en tout cas sur les 10, 15, 20 premières années de la télévision, notamment aux États-Unis, c'est vraiment une sanction. Et à un moment donné, il y a un basculement qui se fait parce qu'on se rend compte que de toute façon rien n'est infini et qu'il faut pouvoir anticiper ce genre de situation pour laisser quelque chose de positif aux spectateurs, aux téléspectateurs. Je pense que ça avait un petit peu commencé avant, les années 80, la MTM, ce genre de production. Mais HBO, ça a été vraiment le moment où on va se démarquer aussi en faisant des vraies fins. Et le contrat avec le téléspectateur, c'est vous regardez la série, vous aurez une fin. Alors, il y a quelques contre-exemples, évidemment, mais la grande majorité des séries d'HBO avaient cette espèce d'assurance rassurante pour le téléspectateur qu'il y aurait quelque chose au bout. Si HBO a permis à ses auteurs de s'approprier la fin de leurs œuvres, certains en ont profité pour faire dans la dure radicale. Ainsi, nous clôturons 6 saisons des Sopranos sur le regard mystérieux de Tony, dont tout laisse à penser qu'il va se faire tuer, et un écran noir. Clap de fin, aucune réponse. Et les gens étaient, pour la plupart, fous, parce que dans un premier temps, beaucoup ont cru qu'il y avait un problème de réception, en fait, tout simplement. Qu'ils avaient littéralement perdu l'antenne. Et de se terminer sur ça, c'est-à-dire de refuser littéralement de donner une fin, ça a viscéralement, en tout cas, rendu beaucoup de spectateurs en colère parce qu'ils avaient le sentiment, peut-être la sensation, un peu comme pour Lost, d'être trahis. C'est-à-dire qu'ils étaient arrivés à un point où ils allaient savoir est-ce que Tony Soprano est assassiné pour tout ce qu'il a fait de mal ou au contraire y sentir, et ils auront, entre guillemets, jamais la réponse. David Chase s'en est beaucoup expliqué de cette fin. Lui disait, pour résumer simplement, qu'il avait voulu laisser le spectateur décider, que c'était pas ça le plus important en fait, que le chemin avait importé, mais que là, en l'occurrence ici, Tony Soprano s'en sort ou pas, c'était le choix du téléspectateur. Nous aimons tant les séries que l'idée d'en être séparés peut devenir insupportable, au point d'être parfois excessif dans nos réactions. Et si le flegmatique David Chase se fiche bien de ce que l'on pense de lui, certains auteurs plus fragiles souffrent terriblement des remarques du public. Harcelé par les fans déçus par la fin de Lost, Damon Lindelof a écrit celle de son dernier bébé en date, The Leftovers, avec beaucoup d'appréhension. The woman told me that she lost her husband, her 3 daughters, and all 8 of her grandchildren. And that's when I understood. Over here, we lost some of them. But over there, they lost all of us. Ça se termine sur un dialogue, c'est un chant contre chant qui dure un certain temps, c'est juste un échange, et tout un personnage va nous donner des réponses sans que ce soit vraiment des réponses. Et je trouve qu'on est là sur un parfait numéro d'équilibriste, c'est-à-dire de dire, voilà, toute la question de Leftovers, c'est où ont disparu les 2% de la population qui se sont évaporés comme ça du jour au lendemain, et à la fin, un personnage y répond, mais libre au spectateur d'y croire ou non. Tout est laissé vraiment à son interprétation. And I knew that if I told you what happened, that you would never believe me. Et faire confiance à l'intelligence du spectateur, justement, à sa capacité à choisir, je trouve que c'est assez agréable parce qu'on se sent aussi très actif dans ce type de série.
I believe you. On est sollicité, donc on fait partie aussi de l'histoire. Et je crois que Lindelof est quelqu'un qui a bien compris ça, c'est-à-dire qu'un spectateur qui participe activement à l'histoire est un spectateur content. Si la fin de The Leftovers est ouverte à toutes les interprétations, d'autres sont beaucoup plus cartésiennes, voire pessimistes. À travers celle de The Wire, par exemple, on sent la patte de journaliste de David Simon et son besoin de réalisme dans la posture désabusée de l'inspecteur McNulty face à sa ville. Baltimore restera Baltimore avec sa corruption et sa violence. Et à la conclusion de tout ça, puisque c'est quand même un policier donc qui pense faire la différence voilà, dans son travail, même si très vite on se rend compte qu'il a ses propres problèmes et que ça va être plus compliqué que ça. Et à la fin, il se rend compte aussi que finalement, il a une influence minime sur tout ça. Et ce qui est très beau dans la fin de The Wire, c'est tout simplement dire aussi que voilà, la vie continue, que l'histoire de ce personnage va se poursuivre, loin de la télévision, dans l'imagination de chacun, mais que dans le cas de The Wire, dans le cas de cette approche très réaliste, le monde ne peut pas être transformé que par un individu. Il y a une charge aussi évidemment politique sur l'état actuel de ces grandes villes laissées à l'abandon par les pouvoirs publics. Abruptes, mystiques ou rationnelles, les fins de série divergent, mais leur effet reste le même, celui d'un vide, et si une série en chasse une autre, notre attachement émotionnel à ces histoires n'est pas anodin. C'est le moment où, généralement, on fait aussi le deuil d'une expérience qui a pu durer plusieurs années. Et c'est fou comme on se souvient aussi des séries en fonction de qui on était quand on les regardait. Quel âge on avait, où on était, quand on travaillait, par exemple, quelle période de notre vie c'était. Et du coup, j'ai l'impression à chaque fois qu'on arrête évidemment de regarder une fiction, mais qu'on arrête aussi, enfin, on enterre une petite période de sa vie, quoi. Cet homme possède 15 Emmy Awards, 7 nominations aux Golden Globe et une aux Oscars, et règne depuis près de 30 ans sur la satire politique internationale. I'm Charlotte, lovely to meet you, how are you? Scénariste et réalisateur, Armando Iannucci excelle dans l'art de tordre le cou à la politique et à ses absurdités, que ce soit au Royaume-Uni et son Écosse natale avec la burlesque The Sick of It, ou en Amérique avec l'impayable VIP, une des comédies les plus récompensées de la télé, diffusée sur HBO depuis 2012. I, Selena Catherine Meyer, do solemnly swear. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. VIP, comme The Sick of It, dépeint les coulisses à peine exagérées d'un gouvernement opaque, géré par des incapables notoires, avec un humour noir délicieux et une incroyable finesse d'écriture. Armando Iannucci revient aujourd'hui avec son second film, l'adaptation de la bande dessinée La mort de Staline, paru en 2010, qui raconte les 2 jours qui ont suivi l'attaque cérébrale du dictateur russe. He's heavier than I thought he'd be. Oh, you think Stalin's too heavy? No, it's a compliment. Gold is heavy. Well, you know, you've looted enough of it. You seriously little pirate. Oh, get back in the dining room. All right, this way. Stop using his feet. I'm sorry. Can we just put him down? I found The Death of Stalin to be less straightforward, funny. It's really the other side of the spectrum from VIP, where the humor is pushed to its limits and then you've reached them and you go further. Yes. I knew it was going to be comedy, but also it was going to be horrific. It was going to be about anxiety and terror. I knew it had to be very carefully balanced. And I felt, maybe I couldn't have done it 10 years ago, but I felt the experience of the time I've spent doing Thick of It and Veep and In the Loop, those 10 years kind of gave me the confidence to try. I didn't know whether I would succeed. It's funny for someone like me because despite of your humility, we know that you're a bloody legend of, politics, satire, of writing, of everything. And the idea of you thinking, am I going to be able to do this? Well, no, but I think you have to. Otherwise, you'll end up just doing the same old thing again and again. I think you've got to... I was doing a talk to a school, and it's funny, children always ask, and the first question I was asked was, when you're starting a new project, how do you overcome your fear of failure? And what I said was, you have to not think about the last thing you did, especially if it was a hit or a success. You've got to not think about it, and you've got to start each project as if you're just beginning. Okay. And this is your first project you've made, because you've got to go into it with all that enthusiasm and energy and naivety and not know too much about how it could go wrong. Jesus Christ, it's the bishops.
thought we'd banned those freaks. Sneeze on the bastards as they go past. Did you invite them? No. Ask Barry if he invited the bishops. Don't give me orders. Ask Barry if he invited the bishops. Do you feel different when you write about British politics, your hometown, your nation, and when you back to talk about foreign politics? Do you feel a bit relieved when it's foreign politics? We've got the tradition in the UK of satire and political comedy, and so it doesn't feel like it's. I don't feel like I'm doing anything unusual. Now, I am the most powerful person in the world. Is that correct? Yes, ma'am. Yes. Any fuck up from now on is not just a fuck up. It's my legacy. Got it? Yes. No fuck ups. I feel with foreign politics, I have to, work twice as hard to get to know how it works. Yeah. Because I've come in from outside, and I don't want people saying, "Well, you haven't understood any of this." So I need to. I kind of almost have to make myself try even, do twice as much of the research as I would here. Veep might have been different if it had been created during the Trump circus. Oh, very, very different. I mean, it would have been unrecognisable. Yes, because Selina Meyer, Julia Louis-Dreyfus' character, she's part of how politics is conventionally done in America. But Trump is all about not following any of those rules. When you dismiss all your opponents, when you tweet insults at all your opponents, at your opposition, when you try and fire people, anyone who disagrees with you has to be fired. When you try and punish people by withdrawing funding for it, the childishness of the attitude, and yet the completely destructive joy he has in the amount of power that he wields. I mean, it's not even funny. It's worrying. It's worrying. It's dangerous. Let's move to a vote on both proposals. All right. First, me as, and Comrade Beria as vice chairman. All those in favor? Carried unanimously. I wanted to show you something. Okay, go on. A few weeks ago, we met with John Oliver. I wanted to show you what he said. Armando is probably my hero, right? He is my North Star in terms of comedy. His work changed my brain in terms of what I thought comedy, especially comedy in relation to the news, was capable of. So I cannot really overstate the extent to which he has been an influence on me. No, I gave him his first TV thing, yes. What do you think he means when he say you told him what could be funny and how to talk about politics in news? When we started doing the thick of it, I remember people in television thinking, "Oh, politics. People are bored of politics. People won't watch it if it's about politics." And there became a whole spate of topical comedy, but it was all about show business and entertainment and gossip, reluctant to talk about politics. And I thought, well, maybe I just felt convinced that if people saw a really good cast and it was really sharp, and it kind of looked at those universal themes of how people get on with each other, how they work with each other, how they're scared of making a mistake and being found out and so on. If we humanised it, then that would get people interested in it. I always love seeing something new from you. So thank you very much. Thank you very much. Thank you. On se quitte avec les premières images de Succession, la série qui fera l'ouverture du festival Sérimania le mois prochain. Kids, can you give me 2 minutes? I changed my mind. I'm staying on as head of the firm. You fucked me. I know that you've read a lot of books about business management. But sometimes it is a big dick competition. But I'm concerned you might be soft. Dad, come on. The world is changing. Oh, yeah, everything changes. He's gonna blow the firm's credibility. It's not what's in it for me. What is in it for me? I won the top job. I'm not losing this deal. It's my fucking company. You make your own reality. And once you've done it, everyone's of the opinion it was all so obvious. But you know what?
Fuck them. Story Série, c'est terminé. La semaine prochaine, on parle série avec le cinéaste Cédric Lapiche. Et on vous présente la série qui fait le buzz en ce moment, à mi-chemin entre Glee et This Is Us. Elle s'appelle Rise. What we've got here is a big, ugly turd. Allez, à la semaine prochaine.